Good morning, good afternoon. Welcome everybody. Bonjour, bon après-midi, bienvenue à tout le monde. On va commencer dans quelques minutes. Au moment de vous unir, prenez un moment pour remplir cette enquête. On va partager les résultats de cette enquête et présentez-vous dans le chat. Dites-nous qui vous êtes et d'où vous nous appelez. Comme je dis, bienvenue et remplissez répondez à l'enquête. Quel niveau de familiarité avez-vous avec l'entretien et opération de l'infrastructure WASH? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez de l'expérience à travailler sur les paiements pour l'approvisionnement de l'eau en milieu rural, la récupération des coûts ou d'autres questions financières? Dites-nous sur le chat votre expérience si vous en avez. Si vous avez eu de l'expérience à travailler sur les paiements pour l'approvisionnement en eau en milieu rural. Et dites-nous sur le chat qui vous êtes et d'où vous venez. Et on va démarrer dans quelques instants. Bienvenue dans ce webinaire. Si vous venez de vous unir au webinaire, on vous prie de bien vouloir répondre aux questions de l'enquête. Et présentez-vous dans le chat en bas de votre écran. On aimerait savoir qui vous êtes et de quelle partie du monde vous vous joignez à nous. On va lancer la séance dans une minute. Mais si vous ne l'avez toujours pas fait, prenez un moment pour répondre à la question sur vos connaissances de l'infrastructure de WASH. Et si vous avez de l'expérience à travailler sur les paiements pour l'approvisionnement en eau en milieu rural, dites-nous sur le chat votre nom et d'où vous nous appelez. Merci. On voit quelques résultats intéressants à l'enquête. Il y a un mélange. La première question, quel niveau de connaissances avez-vous de l'opération et entretien de l'infrastructure WASH? Il y a des gens qui ont très peu d'expérience, mais qui s'y intéressent. Il y a des gens qui travaillent de façon sporadique. Et puis, à peu près 40% des gens travaillent de façon assez régulière sur les opérations d'entretien. Et la deuxième question, si vous avez de l'expérience approfondie en paiement d'approvisionnement en eau en milieu rural, ou la récupération des coûts ou d'autres questions financières. Si cela vous intéresse, vous êtes dans le bon endroit. Bienvenue dans cette série sur le WASH. Je suis spécialiste hydraulique au ProWash. Je voudrais accueillir tout spécialement les francophones. Tout le monde devrait savoir qu'on offre une interprétation en français. Si vous voulez suivre l'événement en français, veuillez cliquer sur le bouton de interprétation en bas de votre écran et choisissez les français qui se trouvent en bas de votre écran. Une fois choisi les français, vous pouvez mettre en sourdine l'audio original ou vous pouvez l'entendre au fond. On va aussi partager
le PowerPoint de la présentation en français dans le chat. Alors bien, si vous avez des questions techniques, veuillez envoyer un message au chat de Suzanne ProWash et elle va vous donner un coup de main. Pour ceux qui ne connaissent pas ProWash, ProWash est financé par USAID et dirigé par Save the Children. Il essaie d'offrir un soutien aux partenaires de mise en œuvre pour promouvoir le partage des connaissances et des opportunités d'application de WASH. Si vous ne l'avez toujours pas fait, présentez-vous dans le chat. On a vraiment hâte de savoir d'où vous appelez et qui vous êtes. Notez que toute question que vous pourriez avoir lors du webinaire, indiquez-les dans la boîte de questions et réponses QA en bas de l'écran, pas dans le chat. Toutes les questions qui se posent seront répondues après la présentation. Et si on n'y arrive pas, on partagera les réponses sur le site web. Et vous pouvez. Mais si vous voulez qu'on réponde maintenant, mettez vos questions dans la boîte QA. Bienvenue donc tout le monde et je voudrais présenter le docteur Duncan Nicholl, qui est le directeur et cofondateur de Uptime et directeur d'un consortium mondial. Il a à peu près 10 ans d'expérience en Afrique et en Amérique du Sud, où il a géré des programmes professionnels d'entretien d'approvisionnement d'eau. Sa base est en Zanzibar, en Tanzanie. Donc, quand vous avez la parole. Merci Jude et merci à vous tous qui avez trouvé un endroit pour participer de par le monde. J'appelle de la Tanzanie, j'appelle à partir d'un centre de santé pour avoir plus d'Internet de tous les... J'ai des problèmes d'eau et d'accès à Internet chez moi. Donc, c'est une question qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je vais parler au nom du consortium Uptime sur le travail qu'on mène à bien pour essayer d'offrir des services en eau pour 100 millions de personnes. Et je vais commencer par encadrer les problèmes. Je suis sûr que vous connaissez ces questions. Toute personne qui a écouté la présentation il y a 2 semaines avec Alan McDonald a plus de contexte. Le problème dont je voudrais parler, c'est de la fiabilité. C'est que les investissements en infrastructure rurale doivent donner des services de résilience à long terme. L'accès, c'est une chose, mais les investissements en infrastructure doivent donner des résultats. Il y a beaucoup de preuves. À gauche, on a du travail d'Oxford et du Kenya, et ce qui montre que au cours du temps, cette infrastructure de tuyaux est de moins en moins fonctionnelle. Alan McDonald a parlé des crises cachées. Si l'eau coule, c'est une compréhension fondamentale de la fonctionnalité. Est-ce qu'il y a une quantité suffisante? Quelle est la fiabilité? Et ce qui est plus important, est-ce que ça marche lorsque vous en avez le plus besoin? Si on voit les ODD et le service universel et pas seulement l'accès, il faut tenir ces questions à bras le corps et il faut le faire à la bonne échelle. Et ceci nous montre le problème des financements. On reconnaît qu'il y a un besoin de ressources ciblées pour les opérations et l'entretien. Et il y a beaucoup de travail derrière ça qui examine
les pronostics pour atteindre cet objectif. Oui, il faut de l'investissement de l'infrastructure, mais il faut aussi une augmentation de ressources pour l'opération et l'entretien du nouvel investissement. Mais comment prendre ces ressources et les utiliser de façon stratégique pour assurer que cette infrastructure remplisse ses promesses? Et il y a urgence parce que le rapport, on s'approche de la date limite des ODD de 2030 et on n'y est pas. Il faut arriver à la bonne échelle. C'était la genèse du groupe Uptime qui a commencé par plusieurs prestataires de services en différentes parties d'Afrique. J'étais en Ouganda et collectivement avec l'Université d'Oxford, nous avons tous reconnu des différents aspects de ces problèmes qu'il fallait qu'il y ait une manière de focaliser les ressources pour faire un entretien rural à la bonne échelle et de le faire de la façon stratégique. Et on a décidé de nous unir et sur la base de nos expériences, on voulait voir si on pouvait créer des arguments en faveur de l'investissement. Il y a Water Mission qui fait partie de cet appel, qui travaille avec les tuyaux. Wave travaille avec les pompes manuelles. Wave, c'est une entreprise privée qui maintient l'infrastructure au Mali et à Burkina Faso. Tout le monde faisait du travail d'entretien, l'infrastructure était fiable et les utilisateurs payaient une partie du coût du service. On a pensé il y a des points en commun, quoi que ce soit, de différents pays, différents modèles de services. Peut-être qu'il y a des indicateurs clés qui pourraient nous donner un tableau général des arguments pour l'investissement. Et initialement, on a vu que c'était possible à nos niveaux donnés si on voyait quelques indicateurs clés. Par exemple, ici, le niveau d'infrastructure entretenue, ces 5 organisations en 4 pays entretenaient à peu près 3000 points d'eau. C'était à peu près 1,2 million personnes qui avaient accès à ces services. Et en ce qui concernait la fiabilité de cette infrastructure, fonctionnait à peu près 94% du temps. C'était les temps que c'était fonctionnel, la proportion du temps que l'infrastructure fonctionnait. Ce qui est important, c'est ça marche ou ça marche tout le temps et lorsque ça tombe en panne, est-ce qu'on le répare? Et on voyait les coûts de payer ces services pour ces services. Et comment ça explique les investissements? Les utilisateurs payaient à peu près 30% du total des coûts, du coût des services, ce qui était très bien. Ça démontre leur attachement au service, ça aide à récupérer une partie des coûts opérationnels. Mais il fallait récalibrer la brèche entre les coûts et ce que les utilisateurs payaient pour ces services. Et donc, il fallait recadrer notre compréhension du problème en reconnaissant que tous ces services ruraux ne sont pas rentables. Si on veut arriver à des services universels où tout le monde a un accès résilient à l'eau tout le temps, on peut le conceptualiser de cette manière-là, qu'une partie non remboursable est nécessaire du financement. Quelque part, avec la bonne technologie, avec la bonne démographie, la bonne infrastructure, le bon contexte institutionnel, tout cela peut s'unir pour que les tarifs couvrent le tout. Et dans ce cas-là, le financement commercial est possible. On pourrait obtenir l'investissement, ça pourrait être durable financièrement.
Mais dans les zones plus éloignées, dans les contextes plus difficiles, plus fragiles, on commence à voir des zones où une partie de financement non remboursable sera nécessaire pour assurer les services, même si les utilisateurs en payent une partie, ce n'est pas tous les coûts. Vous pouvez lire davantage sur cette analyse et comment on a encadré ces problèmes dans notre document de travail. Ce qui nous est resté, c'était cette question. Comment comment peut un financement transparent, ciblé et axé sur les résultats catalyser des services résilients à l'échelle voulue? Comment trouver une manière d'aborder ces problèmes de manière systémique pour aider à atteindre le ODD? Comment concevoir des contrats axés sur les résultats avec un financement non remboursable pour assurer des services en eau en milieu rural résilient pour 100 millions de personnes avant 2030? On travaille sur ces problèmes depuis 3 ans déjà. Et la première version de ce qu'on a trouvé a été documentée dans notre travail qui est sorti l'année dernière, qui vous voyez sur l'écran. On essaye de faire la synthèse et de la structurer de manière où on pourrait obtenir des résultats et recevoir un paiement et utiliser la même approche pour tous ces services malgré les différents modèles de services, quelque chose de simple, transparent et échelonnable. Même s'il y avait beaucoup de variations entre les différents services, on ne voulait pas faire quelque chose sur mesure pour chaque contexte parce qu'on ne voulait pas créer un programme pilote qui n'échoue pas, mais qui ne pourrait pas s'amplifier. Ce qu'on a trouvé est ce qu'on appelle le cadre Uptime, qui est la base de ces contrats et qui examine 3 paramètres de performance. Le premier, c'est le point d'eau fiable, c'est la quantité d'infrastructures qui fonctionnent de manière fiable. La deuxième pièce, c'est le volume d'eau. Est-ce que l'infrastructure est utilisée? Est-ce qu'elle produit de l'eau de la manière escomptée? Et troisièmement, les revenus locaux. On l'appelle des revenus locaux et pas tarifs parce qu'on voulait reconnaître le fait que les sources domestiques de financement, pas seulement les utilisateurs d'eau, mais aussi les écoles, les centres de santé et les gouvernements locaux peuvent être des sources durables de financement pour les services locaux. Et ensemble, ça... attendez. Ça inclut l'échelle, la fiabilité, l'utilisation et ce qui est critique, la valeur perçue par l'utilisateur de ces services. Très bien. On a publié le document de travail l'année dernière. On a dit, c'est très bien sur le papier. Il est très facile que les idées soient beaux sur le papier, mais il fallait sortir dans le monde réel et mettre ça à l'épreuve. Et on a lancé une œuvre de bienfaisance l'année dernière pour pouvoir tester un contrat avec ces prestataires de services. L'œuvre a été constituée l'année dernière et on a la chance d'avoir eu un soutien de quelques bailleurs de fonds qui sont enthousiastes devant la mission. Et maintenant, on fait la transition vers une participation multi-annuelle avec quelques-uns de ces bailleurs. Les prestataires de services font le travail. Ils assument les risques opérationnels. Ils rendent compte de leurs résultats en uptime. Les résultats sont confirmés. Une fois confirmées les données, les prestataires de services sont payés par la suite pour le résultat
atteint. Donc, le risque passe du bailleur de fonds au prestataire de services. Et aux bailleurs de fonds, on dit ces ressources sont seulement pour les résultats vérifiables et pas pour un financement initial. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez passer au lien qui est en bas de votre écran. Vous pouvez également voir les résultats directement. Une des choses qu'on a construites pour que les programmes de catalysateurs fonctionnent, c'est qu'on a créé une application euh, qui fait l'agrégation du prestataire de service et les tableaux de bord global et la partie publique. Et vous pouvez voir que les paiements axés sur résultats est combiné à ce que paient les utilisateurs. Ce sont les résultats publics. Ce qu'on a vu du premier groupe, on a déjà fait 2 paiements de le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre de 2021. Et en général, on dirait qu'on est sur la bonne voie pour que ça coûte moins d'1 $ par personne par an. Et à l'intérieur de l'application web et la partie qui peut être atteinte par le prestataire de service. Pour voir une ventilation, un détail plus et les paiements calculés. Ici, on peut voir la performance financière. Une ventilation plus détaillée. Et aussi, ce que les utilisateurs payent, quels points d'eau fonctionnent, quels points d'eau ont un temps d'activité de plus de 96%, puisque c'est sous le modèle de résultat. Il y a une obligation qu'ils signent pour valider l'exactitude, la précision de ces données. Et nous, les corroborons. Jusqu'ici, c'est bon. Le premier groupe de contrats, on apprend toujours beaucoup et on actualise les modèles. On a un nouveau document qui va sortir ce mois qui explique les changements effectués depuis le premier groupe de contrats. Mais on est toujours très focalisé sur les 3 indicateurs de performance. L'autre chose qu'on a pu faire, c'est avec le soutien d'un de nos bailleurs de fonds qui a mis à notre disposition quelques ressources, on a pu amplifier. La question était si vous aviez plus de financement, est-ce que vous pouviez élargir votre étendue? Et on avait des données de nos partenaires au Mali, au Tanzanie et au Malawi. Et on a pu amplifier maintenant à 7 pays. On est maintenant au Mali, Burkina Faso, la République centrafricaine, Malawi, la Tanzanie, et on desservit à peu près 1,5 million de personnes. Les implications, ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Les 3 points que je voudrais souligner. Le premier est qu'en nous focalisant sur une conception de contrat simple, axée sur les résultats, on a quelque chose qui peut être échelonné à travers plusieurs contextes et modèles services. On teste ça, mais on dirait que c'est le genre de choses qu'on pourrait appliquer directement ailleurs ou qu'on pourrait adapter de manière minimale pour atteindre une échelle plus large. Et ceci est rendu possible grâce à certains indicateurs de performance clés qui simplifient le système de rapport et de vérification. Pour l'instant, les seuls paramètres qui ont besoin de vérification sont les revenus générés et les données de temps sur l'utilisation de l'infrastructure, un compteur du volume du flux.
C'est toujours un défi dans plusieurs zones, mais c'est une zone qu'on peut digérer. Et finalement, pour souligner comment le fait que le paiement suit les résultats réduit les risques. Il y a eu des moments où il y a eu des brèches, des lacunes dans les données. On n'a pas pu comprendre l'étendue des services. Et dans ces cas-là, on a pu démontrer aux bailleurs de fonds que ce pour quoi ils payent sont les résultats qu'on peut voir directement et en quoi on peut avoir de la confiance. Et dans ce sens-là, votre investissement dans ces services et le profil de risque est assez attirant. Vous pouvez vous poser la question. Le titre de ce problème, c'était Service pour 100 millions. Et j'ai parlé de 1,5 million. Comment est-ce qu'on va combler cette brèche? Et on est là maintenant. On essaie de comprendre comment ce qu'on a développé avec ces programmes et l'utiliser pour créer des résultats à une échelle beaucoup plus large. Si on va un peu pas au-delà, on veut trouver une plateforme pour faire correspondre un programme à ces résultats. Maintenant, il y a des utilisateurs qui payent pour le service. On a des partenariats avec des philanthropies et des fondations. Et nous pouvons faire une contrepartie de ces résultats. Ça inclut les paramètres que je vous ai montrés, mais les impacts socio-économiques, le développement des cliniques, les possibilités d'atténuer les risques climatologiques. Au niveau le plus fondamental, si on veut amplifier ça, on peut essayer de trouver plus de services et on peut essayer de trouver plus de ressources pour correspondre aux services. Et on peut faire ça à travers le programme de Uptime. Et à cette fin, on travaille. Vous avez pu voir le diagnostic global qu'on fait en partenariat avec REACH et RWSN. C'était l'enquête de 100 millions de personnes où on a posé la question qui fait ce travail, qui prête de service, qui pourrait remplir les conditions sous cet arrangement basé sur le résultat. Je vous donne un bref aperçu de ça. Le rapport sortira le mois prochain, mais on a eu une réponse de plusieurs centaines de prestataires de services et une bonne représentation gouvernementale de par le monde, représentant à peu près un demi-million de pompes et plus 3 millions de points d'eau. Et ça nous donne une idée de qui pourrait faire partie de ces services en eau et comment créer une opportunité pour catalyser le financement de ce genre-là de services. Et l'autre morceau est avec un soutien de la Fondation Hilton pour voir jusqu'à quel point, si on peut démontrer, voilà, un tuyau mondial de services qui peut générer des résultats, est-ce que ça peut attirer de nouveaux bailleurs de fonds qui pourraient engager de l'argent non remboursable en échange, recevoir des résultats vérifiés. Ce qu'on apprend à travers ces processus est que cette stratégie de jumeler la philanthropie avec les prestataires de services va arriver jusqu'à certains points. Maintenant, on a des résultats pour 5 millions de personnes au niveau mondial, mais 5 millions est loin d'être 100 millions.
est-ce qu'on a essayé, on a commencé à explorer et comment prendre une partie de ce qu'on a appris, les modèles de contrats, le système de données, ces genres-là de processus et les mettre à disposition des gouvernements régionaux, des gouvernements nationaux de façon qu'ils puissent adopter pour arriver à des échelles beaucoup plus larges. Comment à, grandir avec notre système, mais comment faire en sorte que les idées qu'on teste et qu'on développe puissent avoir un résultat au-delà de là où on se trouve maintenant. Je vais conclure avec un certain point sur le futur et la possibilité de participer. Oui, on voit l'opportunité d'élargir le service jusqu'à 5 millions de personnes. On va chercher des ressources pour ce faire. On veut profiter de nouvelles sources de financement. La philanthropie est un financement non remboursable qui n'a pas peut-être été attirant, si on peut attirer des nouveaux fonds pour appuyer cette échelle, c'est une priorité immédiate. Et l'autre aspect, c'est l'implication gouvernementale, travailler avec des partenaires gouvernementaux au niveau sous-national ou au niveau national, et on cherche des fenêtres d'opportunité là. Et dernièrement, pour le prestataire de service, je vois quelques participants de notre enquête, merci. On est en train de traiter les données et on espère pouvoir émettre le rapport bientôt. Et si vous êtes prestataire de service, si vous pensez réunir les conditions, vous pouvez participer au développement. Envoyez-moi une note. On cherche toujours voir où il y a des groupes qui puissent participer. Et soyez aux aguets. Notre document de travail sortira bientôt et l'enquête de 100 millions qui sortira, on espère, avant la fin octobre. Et on va inclure des liens sur le site web de Uptime. Et je vais conclure en remerciant tous les gens qui sont derrière nous. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui, mais ceci est basé sur des décennies d'expérience de quelques gens avec beaucoup de talent qui ont travaillé là-dessus depuis très longtemps. Et dans le consortium Uptime et nos partenaires de financement qui ont été d'une importance critique, pas seulement pour leur soutien, mais pour leur partenariat. Et là, vous avez mes coordonnées. Et c'est tout. Je vous remercie. J'ai hâte de recevoir vos questions. Merci, Duncan. C'est une présentation très intéressante qui tournait autour de cette question clé qui seulement 30% de tous les coûts sont payés par les utilisateurs et que le reste doit provenir de quelque part ailleurs. Et ces bailleurs, la plupart des bailleurs de fonds veulent des résultats pour justifier leurs investissements que vous avez basés sur vos trois points de la fiabilité et la participation locale. On a des questions vraiment intéressantes. Je voudrais rappeler à tout le monde que toute question que vous avez pour Duncan, vous pouvez l'inclure dans la boîte de questions. La première question est, lorsque vous parlez des coûts totaux, est-ce que vous voulez dire CAPEX et OPEX? Très bonne question, merci. On se focalise sur les coûts d'exploitation. C'est les coûts en argent total, les coûts directs et indirects, la gestion, mais pas la perte de valeur.
certains prestataires de services développent l'infrastructure et l'entretiennent et parfois ils entrent dans une infrastructure déjà existante et ils l'entretiennent. Parfois, il y a un coût de capital, donc il y a tout un mélange. Mais quand je parle de la récupération des coûts et les niveaux de subvention qui fait défaut, on parle de l'infrastructure qui existe et la durabilité financière de l'opération entretien. Et ce qui est important, il est important de reconnaître que, que ceci peut ne pas être tout le cycle, le coût de tout le cycle de vie de l'infrastructure. Beaucoup de nos prestataires de services incluent une disposition pour ça, mais parfois le prestataire de service est responsable seulement de l'opération et l'entretien et les questions de composants de cycle de vie sont couvertes par le gouvernement pour une autre entité. Merci de Dick Kingsley qui a trait au numéro de personnes pour un point de service. Vous avez parlé de 420% pour un point de service. Combien de temps mettent les gens à obtenir l'eau? Est-ce qu'il y aurait une population plus optimale pour un point de service? Donc, pour l'eau canalisée, je pense que 40% de ça va directement chez le consommateur dans sa maison, mais il faut voir les contextes. La République centrafricaine rurale, c'est assez éparse. Notre compréhension de cette population est très floue. Toutes les organisations essaient d'avoir un bon calcul de la population, mais en République centrafricaine, la communauté fait des calculs de 1000 personnes et parfois ces calculs ne sont pas logiques. Il est difficile de savoir combien de gens ont accès à un point d'eau donné. Ça varie avec le contexte vraiment. Et je pense que dans une partie de ces zones où il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de stress sur un point d'eau, il y a merci, Duncan. Et pour passer à une autre question, c'est la question d'1 million de dollars. Et vous en avez parlé déjà, mais pour récapituler, où est-ce que vous trouvez l'argent pour financer les coûts non remboursables? 70% des fonds, pour l'instant, ça provient de ces groupes de bailleurs de fonds dont j'ai montré le logotype tout à l'heure. J'imagine que vous connaissez beaucoup de ces groupes. C'est un groupe connu et des supporters du secteur WASH. Ils ont appuyer directement quelques-uns de ces prestataires de services par le passé. C'est un groupe de bailleurs de fonds, des prestataires de services, mais on a tous intérêt à essayer de résoudre ce problème au niveau du système. Je pense que on va obtenir des fonds récurrents. Ce n'est pas la partie la plus facile, mais avec des gens engagés qui veulent voir ce travail aller de l'avant. Mais la question véritable maintenant, c'est comment développer quelque chose qui soit suffisamment convaincant pour attirer des sources de financement, même s'ils ne sont pas remboursables, qui soient durables, parce qu'il y a de l'argent qui veut une destination. Si on peut faire le lien, est-ce qu'on peut aller plus loin? Mais jusqu'à maintenant, c'est ces groupes-là de bailleurs de fonds, des sources de philanthropie privées, des fondations et GIZ à donner un coup de main avec le financement dès le début. Merci, donc, et par rapport au service de ne pas fournir le service qui est beaucoup plus élevé, c'est une bonne affaire. Est-ce que les contrats axés sur le résultat
est souscrit avec les groupes d'utilisateurs ou seulement avec l'organisation? Comment est-ce qu'on passe ces contrats? Uptime engage, passe des contrats avec les prestataires de services. On a des accords avec tout chacun et parfois des accords séparés. Uptime est une œuvre de bienfaisance au Royaume-Uni. Il y a 3 membres du conseil d'administration. On n'est pas présent sur le terrain partout. Donc, on a déplacé ça sur le prestataire de service. Il faut qu'il y ait un accord sur les règles, on a des règles sur l'abordabilité et le registre au niveau du gouvernement. Il faut que ce soit, mais on ne peut pas être trop spécifique en ce qui concerne ces exigences parce que ça varie avec les contextes et dans un contexte fragile et plus difficile de vérifier ces relations. Mais ce qui est important en ce qui concerne l'échelle, on peut organiser une opération très efficace à travers les prestataires de services que eux entretiennent les relations avec les gouvernements, autres institutions et les communautés dans le pays. Merci, Duncan. La prochaine question a trait à cette question. 30% des coûts proviennent des utilisateurs. Comment payent les utilisateurs pour l'eau? Comment est-ce qu'on enregistre le volume? J'imagine qu'il y a beaucoup de réponses, mais il serait intéressant d'écouter vos points de vue. Ça ne va pas vous étonner. La réponse varie. Je vais mentionner très rapidement ce rapport de 100 millions qui va sortir le mois prochain. On a examiné toutes les réponses mondialement pour voir qui paye, comment il paye, comment on mesure ça. Et il y a une ventilation de ces données pour voir comment ces paysages se voient de manière mondiale. En ce qui concerne les prestataires de services, ce qu'on a vu, c'est que il y a 2 voie principale pour la collecte, c'est la facturation volumétrique qui est pour tout le service canalisé, pour une partie des services de pompe à main où il y a la possibilité de le faire. Et l'autre modèle est la quota pour l'abonnement. La communauté paye un abonnement annuel et ce qu'on a fait dans la nouvelle conception du contrat. On a restructuré le calcul des paiements pour correspondre à ces modèles de revenus. Et comment est-ce qu'on vous paye? Et on essaie d'augmenter ça selon la façon Normalement, soit c'est un compteur ou c'est un abonnement par point d'eau. Et le paiement est toujours principalement en argent comptant et trébuchant, même s'il y a, parce que parfois il y a des problèmes de couverture de réseau mobile, mais il y a certains services prépayés ou certaines transactions mobiles. On voit très souvent que ces services sont associés à de plus grands niveaux de revenus, mais ces données ne sont pas tout à fait fiables parce que la plupart de pompes à main n'ont pas de compteur. Je pourrais dire beaucoup plus sur les différents contextes et les différentes nuances. J'espère que ça vous donne un aperçu. On en parlera davantage dans notre prochain rapport. Merci, Duncan. La bibliographie est là sur le site web de Uptime. Vous en avez déjà parlé, mais la question c'est que si le modèle de contrat utilisé par Uptime
Vous avez dit que vous vous focalisez sur les opérations et entretien, mais qu'est-ce qui se passe avec l'investissement des capitales? Est-ce que vous pouvez distinguer entre les deux? Oui, la réponse rapide, c'est on offre un financement de risque pour les capitales. Non, non. Le modèle est pour les opérations trimestrielles permanente, mais on ne dit pas aux prestataires de services ce qu'ils peuvent faire de cet argent. C'est une tranche d'argent sans restriction qu'ils peuvent utiliser de la manière qu'ils considèrent opportune. Donc, on les paye pour le résultat. S'ils disent, je veux investir une partie dans une dépense de capital pour améliorer les services, on ne veut pas prescrire les modèles de services ou les options d'investissement. On paye pour le résultat, mais ça souligne que ce qu'on conçoit ici, c'est un morceau du puzzle. Pour nous, si on concerne les DFI ou les gouvernements qui investissent dans les coûts de capital, est-ce qu'on pourrait inclure ces investissements comme une manière d'amoindrir les risques d'investissement en capital pour que les paquets d'investissement soient plus complet dans les coûts de cycle de vie d'un service? Je pense que oui, mais le premier pas était, est-ce qu'on peut faire quelque chose de restreint et le faire bien à l'échelle limitée? Et j'aimerais parler de la possibilité de voir comment connecter ça avec des autres opportunités de financement. Cette autre question est quelque chose auquel j'imagine que beaucoup de gens s'intéressent. Est-ce que vous pourriez donner d'autres exemples de comment vous validez les volumes d'utilisation d'eau dans certains milieux ruraux? Quelles sont les données? Comment est-ce que vous enregistrez les données? Comment est-ce que vous savez combien d'eau sort et quels sont les différents mécanismes pour rendre compte de ça? Très bien. Nous avons ce qu'on comprend très bien maintenant, ce sont les exigences minimales de quelles sont les technologies qui satisfont ces exigences de validation. Et il faut qu'il y ait des tampons de temps. Que les données soient rassemblées à la fin du trimestre et transmises plus tard, pas de problème. Ça nous aide à évaluer les différentes options. Plusieurs de ces organisations d'UMA, Water Mission, ont construit des systèmes vraiment sophistiqués. Ils ont leur propre technologie pour faire cela eux-mêmes, elles-mêmes. Ça va au-delà de ce dont nous avons besoin. Donc, des choses comme un accéléromètre sur la pompe à main pour en mesurer l'utilisation et pour transmettre ça. Et pour les canaux, c'est facile, mais le mal de tête, c'est le pompe à main rural. Il est difficile d'installer les compteurs. On collabore avec Cherry Waters pour tester leurs capteurs en Ouganda et en Afrique centro-africaine. Et on va voir jusqu'à quel point ça donne cette vérification et quels sont les aspects économiques. Est-ce qu'un prestataire de service peut voir les coûts de cette technologie et l'opportunité des contrats axés sur le résultat et dire, ah, bon, ça vaut la peine d'y investir. Et d'autres technologies, quelque chose qui peut enregistrer des données dans une pompe à main que vous rassemblez plus par la suite à un coût inférieur. Pour le résultat qu'on a eu jusqu'à maintenant, comme ingénieur, je dis quelle est la principale spécification et un peu
y faire entrer toutes sortes de solutions. Une fois que vous savez ce dont vous avez besoin, si vous avez un travail intéressant, si vous avez une technologie que je ne connais pas, faites-moi savoir. Merci. C'est un des problèmes d'être sur la pointe de la technologie. Vous êtes toujours ouvert à de nouvelles suggestions. Un bon commentaire sur les besoins des contrats basés sur les résultats pour obtenir un financement. Une question d'Adrien Denia qui se rapporte à une autre question sur la recommandation que seulement 5% ou moins de 5% des revenus d'un foyer soient destinés à l'achat de l'eau, ce qui a trait à une autre question de comment est-ce qu'on calcule les tarifs d'eau et on se met d'accord sur ces tarifs. Je sais qu'il y a une grande variation, mais parler de combien les gens payent pour l'eau et comment on les calcule. Ben, j'avoue que l'abordabilité, c'est pas un pourcentage, c'est pas mon domaine d'expertise, mais mes collègues à UNICEF font du travail intéressant sur cela. Mais il y a deux points que je voudrais souligner. Le premier, c'est que ces prestataires de services opèrent sous l'égide du gouvernement et des autorités de service. Pour compter un tarif, il faut compter sur l'approbation de ces autorités qui examinent des services qui sont présents dans les communautés pauvres en milieu rural et ils veulent assurer que les bénéfices ne soient pas exagérés, que ce soit acceptable pour la communauté et acceptable pour le gouvernement. Et ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les utilisateurs payaient 300 000 $ pour le service pour 1 million de personnes. Et on parle d'un coût par foyer de moins d'$1 par personne. Donc, vu de cette perspective-là, c'est une quantité brute, mais il faudrait voir chaque contexte et comment est-ce que les communautés font des préparations pour les foyers les plus vulnérables pour assurer une équité. Ces questions deviennent plus compliquées, mais à un niveau plus élevé, l'autorité gouvernementale et l'abordabilité du service vraiment aident à aborder cette question. Et vous parlez de seulement $1 par personne. Ça peut marquer une différence dans l'accès à l'approvisionnement en eau en milieu rural. Roger parle de la taille des prestataires de services dans les différents projets un défi, ce sont le manque de compagnies dignes de confiance. Vous trouvez que c'est ainsi? Un peu, oui. Après avoir fait cette enquête, il y a un groupe plus restreint qui réunit ces critères d'éligibilité. On a commencé, c'est une coalition de gens qui étaient disposés à le faire. On connaissait certains prestataires de services et on s'est unis. Et c'était les points d'entrée. On n'a pas choisi un pays spécifique. Et, on a essayé de trouver où se trouvaient les services et on a essayé de les soutenir. Mais à partir de là, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas une compagnie de confiance, une grande organisation établie qui puisse donner des résultats. Et là, surgissent des questions avec les gouvernements. Est-ce qu'on pourrait travailler avec des gouvernements sous-régionaux ou les gouvernements nationaux pour créer un espace dans lequel un nouveau prestataire de service pourrait entrer, avoir l'infrastructure institutionnelle où on dirait « Ah, là, je pourrais travailler. Avant, j'aurais perdu de l'argent, mais maintenant, c'est viable. »
c'est faisable. Disons, incuber ces services en travaillant sur l'environnement. Merci, Duncan. Je suis désolé, mais on approche de la fin. Il y aura une dernière question, mais je voudrais dire à tous les assistants, n'essayez pas d'insérer vos questions dans la boîte de questions et réponses. On va envoyer à Duncan un email avec toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à inclure vos questions dans la boîte à questions. Une dernière question, Duncan, d'un assistant anonyme qui a trait au modèle institutionnel de financement et des organisations de gestion. Et la question est vraiment, on dirait qu'un modèle spécifique nécessiterait une participation constante avec les services d'eau. Et dans d'autres cas, c'est seulement une subvention pour permettre la construction du service d'eau et la formation des gérants. La question tourne autour des coûts pour gérer ces processus pour une ONG internationale et le temps exigé. Là, on parle des différents modèles institutionnels pour gérer, diriger ces services d'approvisionnement en eau en milieu rural. Est-ce qu'il y a d'autres modèles intéressants et quels sont les attributs de votre travail qui font en sorte que votre système soit le plus intéressant? J'encourage cette personne à m'envoyer un courriel. C'est intéressant si vous voulez parler des coûts, ça dépend du contexte. On peut parler en détail sur cela. Je pense qu'une des choses qu'on explore, c'est jusqu'à quel point les contrats basés sur les résultats pourraient se joindre à ces cycles de projets existants. L'infrastructure est construite, la formation a eu lieu, le projet touche à sa fin. Est-ce qu'il y a une manière d'appuyer ces prestataires de services à travers un modèle basé sur les résultats à un coût moindre que gérer un projet normal et faire la même chose à une fraction du coût? C'est quelque chose qu'on explore dans plusieurs domaines avec cette idée de prendre ce qu'on a développé et le mettre à disposition ailleurs. Et fondamentalement, il y a toujours un risque moral si le projet finit et le projet ferme. C'est un problème, mais s'il y a une manière transparente pour continuer à développer les services, pour que à un moment donné, il n'y ait plus besoin d'une subvention. Si cette opportunité existe, est-ce qu'on peut attirer les ressources? Je pense que oui, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il est facile de s'asseoir à son bureau et dire ça a l'air bien, mais je serais ravi d'en parler davantage si vous voyez des opportunités. Duncan, merci et félicitations à nouveau pour ce travail novateur que vous faites. Vous êtes sur la pointe. On vous souhaite beaucoup de chance à l'avenir. Je m'excuse pour toute personne dont la question n'a pas été traitée. J'espère que vous avez mis vos questions dans la boîte à questions. Il nous reste un moment. On a une enquête finale. On aimerait avoir vos retours. La première question, dans votre zone, quels sont les principaux défis ayant trait à la couverture des coûts pour les plans d'approvisionnement en eau en milieu rural? Et la deuxième question est
et si vous avez trouvé que le contenu de ce webinaire était pertinent pour votre travail. Et je voudrais juste dire qu'on va envoyer un enregistrement du webinaire et à tous les participants, vous allez les recevoir et vous recevrez un document avec les réponses de Duncan à vos questions. Et je voulais aussi dire que notre prochain webinaire qui traitera les approches basées sur système à la prestation de services en eau. Merci une fois de plus à Duncan et merci de votre assistance. On voit des résultats intéressants de l'enquête en ce qui concerne les principaux défis. C'est une combinaison des questions, des problèmes, mais aussi des difficultés pour le paiement, comme Duncan a signalé dans sa conférence. Et les résultats de cette deuxième question. Je suis content de voir que 2/3 des assistants ont dit qu'il était très probable que ces webinaires aient été pertinents. Merci d'avoir assisté. On espère vous voir au prochain webinaire. N'oubliez pas de poser vos questions à Duncan par email. Examinez le site web d'Uptime. Merci pour la traduction française. Ce n'était pas une tâche facile. Et merci à Suzanne Baurakas pour son soutien technique. Merci à tout le monde.